Une question du chat de Mohamed Dabi. Monsieur Asselineau, que se passe-t-il actuellement entre l'Inde et le Pakistan? Un risque de guerre à haute intensité est-il réellement à l'ordre du jour et pourquoi ces peuples se haïssent-ils? Ah, alors ça va me faire. On va me dire que je fais encore des dégagements un petit peu longs. Je vais essayer d'être bref, quitte à y revenir sur une vidéo de fond. Bon. Alors où est-ce qu'on va remonter? On va remonter. Alors l'histoire de l'Inde, des Indes, c'est-à-dire à peu près en l'an 1100, il y avait en Inde des principautés avec ce qu'on appelle des maharajas. Raja, ça veut dire le roi. Maha, ça veut dire grand. Donc les maharajas, c'était des princes qui avaient un petit peu partout, qui étaient en général de confession, enfin tous de confession hindouiste. Hindouiste, ça veut dire l'hindouisme. C'est une religion qui repose sur toute une série de textes sacrés, dont les plus connus, ça commence par les Rig Vedas les plus anciens. Il y a ce qu'on appelle les Upanishads, qui sont un petit peu des expressions proverbiales ou des anecdotes ou des choses comme ça, qui sont très puissants. Mais enfin, je ne suis pas là pour parler de ça. Et puis, il y a quelques grands textes, notamment, il y a deux très grands textes qui sont, d'une part, le Mahabharata, qui veut dire Maha, ça veut toujours dire grand. Bharata, c'est le nom de l'Inde en hindi, en sanskrit. Bharat, c'est comme ça que les Indiens parlent de leur propre pays. D'ailleurs, le parti actuel qui est au pouvoir, c'est le Bharatiya Janata Party, c'est le parti de la mer indienne, le parti de Narendra Modi. Et l'autre grande épopée, c'est le Ramayana, qui est une épopée. Alors, ces deux textes sont immensément longs, sont beaucoup plus grands que la Bible. Ils n'ont d'ailleurs ni l'un ni l'autre n'ont jamais été, je crois, traduits intégralement en français ni même en anglais, parce que c'est des trucs à l'indienne. Enfin, il faudra qu'un jour je fasse une vidéo longue sur la civilisation indienne qui est absolument passionnante, où il y a beaucoup de religions d'ailleurs qui se télescopent. Bref, l'Inde a été donc le Rig Veda remonte à très 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 ancien, à l'époque peut-être des pyramides égyptiennes, donc en moins 2000 avant Jésus-Christ. Et puis vous savez qu'il y a eu l'apparition aux alentours de moins 500 d'une hérésie de l'hindouisme qui s'appelle le bouddhisme. Bon, qui est une hérésie, reprend un certain nombre de thématiques de l'hindouisme, en apporte d'autres. Le Bouddha, le prince Gautama, a apporté à l'hindouisme, il a fait la même chose à l'hindouisme que 500 ans après, ce que le Christ a fait au judaïsme. Voilà. C'est-à-dire que l'hindouisme est une religion qui concerne un peuple, c'est une religion ethnique, et le Bouddha, à partir de cette religion dont il faisait partie, l'a explosé en faisant du bouddhisme une religion universelle. Pareil, le Christ, à partir du judaïsme dont il faisait partie, qui était juif, a fait de cette religion une religion universelle, notamment avec le magistère ensuite pastoral de saint Paul. Bien. Et puis, voilà, on avait... Alors le bouddhisme s'est répandu en Inde, il s'est surtout répandu après à Ceylan, et puis en Asie du Sud-Est, il est remonté en Chine, au Tibet, puis il est allé jusqu'au Japon. Et puis est arrivé en l'an 1000, 1100 plus exactement, les invasions musulmanes, parce qu'entre-temps, donc en 622, 632, on peut considérer que c'est le développement de l'islam. Après la mort du prophète, l'islam se répand à toute allure. D'un côté, va atteindre, en une centaine d'années, va atteindre la ville de Poitiers. Entre 632 et 732, la bataille de Poitiers, je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'islam s'est répandu comme une traînée de poudre à travers le Machrek, le Maghreb, a traversé le détroit du rocher de Tariq, puisque le conquérant musulman s'appelait Tariq, et en arabe, on s'appelle Jebel al-Tariq. Et Jebel al-Tariq, c'est ce qui a donné le nom de Gibraltar. Et puis ensuite, ils ont envahi la péninsule ibérique jusqu'à être arrêtés à la bataille de Poitiers par Charles Martel. Et puis de l'autre côté, les musulmans ont envahi, ont gagné l'Iran, ont envahi, sont allés jusque dans les confins du Xinjiang chinois. Et puis, ça s'est un peu arrêté. Sauf qu'en l'an, alors je dis de mémoire, parce que là je suis quand même pris tout à trac, mais dans l'an 1100, il y a quelqu'un qui s'appelle Mahmoud de Ghazni, qui est un musulman, qui doit venir probablement de l'Iran actuel, et qui conquiert le nord de l'Inde. Et il va introduire, avec ses soldats, il va introduire de force, en fait, l'islam en Inde.
Et donc, à partir de cette épopée, avec la création du sultanat de Delhi, on va avoir une espèce de, certains diraient, de grand remplacement, mais on va avoir une espèce d'invasion musulmane qui va conquérir essentiellement le nord de l'Inde. Avec d'ailleurs un certain nombre de princes qui vont être convertis, ou de principautés qui vont devenir musulmanes, comme par exemple, je crois que c'est le Nizam d'Hyderabad, qui est au centre de l'Inde. Et puis, il va y avoir donc le sultanat de Delhi avec des monuments qui vont être des monuments d'essence musulmane. Parce qu'après l'épopée de Mahmoud de Ghazni, il y aura d'autres invasions, et notamment la plus prestigieuse d'entre elles, qui est un prince qui est né dans la vallée du Fergana, c'est-à-dire actuellement dans l'est de l'Ouzbékistan, qui, dans sa jeunesse, perd sa principauté. Il est musulman. Il est originaire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ouzbékistan, c'est dans la civilisation iranienne. Et il part, hein, il est chassé de chez lui, il traverse ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan et il déferle dans la vallée du Gange. Et il va créer, il s'appelle donc Babour, et il va créer l'empire moghol, à ne pas confondre avec les Mongols. Hein, les Mongols qui sont, ça c'est tout à fait autre chose, ça se passe en Mongolie, au nord de la Chine. Là, c'est l'empire moghol qui va commencer au début du XVIe siècle et qui va connaître son apogée tout au long du XVIIe siècle pour mourir en 1857, je crois. Le dernier empereur moghol a été déposé par les Anglais. Et à partir de ce moment-là, vous avez eu la floraison d'une civilisation musulmane en Inde, dont le plus grand symbole est le Taj Mahal, que si vous êtes allé en Inde ou si vous n'y êtes pas allé, tout le monde connaît dans le monde entier ce fabuleux monument qui est le Taj Mahal qu'on trouve à Agra, qui est un monument tout en marbre avec des incrustations de pierres, des marqueteries de pierres précieuses ou semi-précieuses, qui a été fait d'ailleurs par des lapidaires. Certains étaient venus d'Italie, hein, ça se passe au début du XVIIe siècle, avec l'empereur qui s'appelle Shah Jahan, qui veut dire le roi du monde. Il est d'ailleurs assez extraordinaire à notre époque de voir que pour le monde entier, l'Inde s'est symbolisée par le Taj Mahal, alors même que c'est quelque chose d'importation, puisque c'est une civilisation musulmane. Les hindous regardent le Taj Mahal avec circonspection. Voilà. C'est un petit peu comme si en France, on considérait l'étranger, l'ensemble des pays du monde, les étrangers dans le monde considéraient que le plus beau monument de France, c'était la Grande Mosquée de Paris, qui, soit dit en passant, est très belle, a été construite en 1922-23, avec des artisans venus du Maroc. C'est une très jolie mosquée qui se trouve dans Paris, mais c'est maintenant un monument ancien, c'est un monument historique qui a plus d'une centaine d'années. Enfin, vous imaginez que ça serait quand même un peu bizarre. Ben, c'est un peu le même sentiment que les hindous éprouvent à l'égard de l'islam. J'arrête ici ces références qui ne sont pas que culturelles, c'est pour essayer de vous faire comprendre la profondeur des siècles. C'est que depuis des siècles et des siècles, ça va faire plus de 1000 ans en fait, il y a une animosité entre les musulmans et les hindous. Et même quelqu'un comme, après Babour, il y a eu un prince, enfin un empereur moghol qui s'appelle Akbar, qui veut dire le puissant, qui lui a essayé d'aboutir à un syncrétisme entre la civilisation musulmane, la foi musulmane, et puis la foi hindoue. Voilà. Et donc, alors allez voir un film formidable produit par Bollywood, un film indien qui s'appelle justement Akbar. C'est un film un petit peu du style les films Peplum de Cécile B. 2000, comme par exemple Ben-Hur ou bien les 10 commandements, c'est encore mieux. C'est une fresque comme ça historique qui s'appelle Akbar, c'est un film indien. Vous le trouverez dans un certain nombre, vous pouvez vous le procurer sur Internet. Franchement, vous ne serez pas déçus. C'est une espèce de film avec des chansons à l'indienne. Enfin, mettez ça, vous écoutez ça, ça dure 3-4 heures. D'un seul coup, vous avez l'impression d'être en Inde. Hein. Et essayez, pour votre culture générale, de vous ouvrir l'esprit. Alors, il y a eu cette animosité. Et on en arrive à l'invasion par les Britanniques, qui mettent la main progressivement sur tout le sous-continent indien, et puis qui, après la Seconde Guerre mondiale, vont donner leur indépendance à l'Inde. Ce qu'on appelait les Indes. Et dans les Indes, il y avait une multitude de principautés, certains étant dirigés par des maharajas hindous, d'autres étant dirigés par des nizams, comme à Hyderabad, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou bien à Lucknow aussi, qui était le prince, c'est dans la vallée du Gange, était de confession musulmane. Il y avait des musulmans un petit peu partout.
Aujourd'hui, on peut dire que dans le sous-continent indien, il y a à peu près 1,4 milliard d'Indiens de l'Inde, citoyens de l'Inde. Il doit y avoir quelque chose comme 250 millions d'habitants au Pakistan, 180 ou 200 millions d'habitants au Bangladesh, qui eux sont des musulmans. Mais même en Inde, avec 1,4 milliard d'habitants, il doit y avoir quand même 250 millions de musulmans. Ce qui veut dire que l'Inde est à la fois le premier pays hindouiste du monde, de très très loin évidemment, même s'il y a un petit peu d'hindouisme dans quelques États alentours, mais c'est aussi un très grand pays musulman. Il y a beaucoup plus de musulmans en Inde, par exemple, qu'en Arabie saoudite ou que dans tout le Maghreb, hein, par exemple. Il faut avoir ces masses démographiques à l'esprit. Lorsque, après 1945, il y a eu la campagne de désobéissance où une figure s'est fait remarquer, c'est évidemment la figure du Mahatma Gandhi, enfin qui s'appelait Gandhi, qui était né en Afrique du Sud. Il était avocat né en Afrique du Sud d'une famille de caste, je crois que c'était la caste ça devait être des artisans, je crois. Enfin, c'était ni les brahmanes ni les kshatriyas, mais ça devait être la troisième caste. Ses parents s'étaient installés en Afrique du Sud. Bref, Gandhi, à partir des années 30, puis dans les années 40, va développer la non-violence, ahimsa, comme on dit en sanskrit, la non-violence comme un moyen d'action politique. Et il va être surnommé le Mahatma, toujours le même Maha qui veut dire grand, et Atma, ça veut dire l'âme, c'est le mot de sanskrit qui a donné le mot de l'âme dans les langues occidentales. Donc le Mahatma Gandhi, c'est la grande âme, c'est un hindouiste, et il va demander l'indépendance de l'Inde. Sauf que les musulmans ne l'entendent pas de cette oreille. Et les musulmans considèrent qu'eux, ils veulent leur propre pays. Et donc il va y avoir un autre acteur qui va s'imposer à ce moment-là, au moment de l'indépendance des Indes, comme on disait, qui est Mohammed Ali Jinnah, qui est le chef, en fait, des musulmans indiens. Voilà. Et alors sachant que les musulmans indiens, ce sont des Indiens d'origine qui ont été convertis à l'islam. Et l'islam a converti des Indiens. En règle générale, c'est comme le christianisme. Il y a aussi Saint François Xavier et puis les Portugais qui sont arrivés en Inde dans les années 1500 par là, avec Vasco de Gama, qui ont créé des implantations, par exemple à Goa, où il y a une implantation chrétienne. Il y a d'ailleurs, on estime qu'il doit y avoir quelque chose comme 60 ou 70 millions de catholiques en Inde. Alors c'est tout petit par rapport à 1,4 milliard, mais enfin, il y a beaucoup plus de catholiques en Inde pratiquants qu'en France, par exemple. C'est vraiment un pays, c'est un univers en soi-même, l'Inde. Il y a d'ailleurs des cardinaux indiens qui vont aller au conclave. Mais bon, le christianisme, le catholicisme a fait peu d'émules par rapport à l'islam. Et dans un cas comme dans l'autre, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, ils ont recruté, si j'ose dire, parmi les nouveaux fidèles, des gens qui étaient en bas de la hiérarchie des castes en Inde, puisque la religion hindouiste est fondée sur une division par caste depuis ce fameux texte le plus célèbre de tout l'hindouisme, qui fait partie du Mahabharata, qui s'appelle la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, et c'est là-dedans qu'il y a l'apparition de la division par caste. Et donc les basses castes, celles qui sont tout en bas de la hiérarchie, ou les hors castes, ce qu'on appelle les intouchables, eux, les mlechas, on va dire en sanskrit, eux, souvent, ils ont adopté l'islam ou le catholicisme. Puis pour sortir de cette religion où ils étaient dans les basses castes, pour adopter une religion qui, que ce soit l'Église catholique ou que ce soit l'islam, ce sont deux religions qui ont vocation à l'universel, puisque tout le monde peut. Ce sont des religions prosélytes, comme on dit. Bref, en 1945, 46, 47, le vice-roi des Indes, Lord Mountbatten, qui est un cousin de la reine d'Angleterre, enfin du roi d'Angleterre et de la reine d'Angleterre, il est nommé vice-roi des Indes et il est chargé d'aboutir à l'indépendance de l'Inde. Et il essaye d'aboutir à cette indépendance, mais il a affaire à deux forts caractères. D'un côté, le Mahatma Gandhi, de l'autre côté, Mohammed Ali Jinnah. Et le plus intransigeant des deux, c'est Mohammed Ali Jinnah, qui considère qu'il ne veut pas du tout avoir le même
pays que les hindous et qu'il lui faut son pays à lui, le pays des musulmans. Et donc, finalement, après bien des rebondissements, tout ça je schématise, j'invite tous ceux et celles qui s'intéressent à aller se renseigner davantage. Finalement, le vice-roi des Indes décide en fait d'aboutir à une partition des Indes. C'est la fameuse partition qui va avoir lieu en 1947, qui va se prolonger en 48 de mémoire, 1900. Hein. Et donc, où on va avoir la création de deux États, tout le sous-continent indien, le centre, qui devient l'Union indienne, union de toute une série de principautés majoritairement hindouistes, et puis aux deux extrémités, un nouveau pays qu'on va appeler le Pakistan. Paki, ça veut dire les purs, donc c'est le pays des purs, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, avec d'un côté le Pakistan occidental, de l'autre côté le Pakistan oriental. Le problème, c'est que si ces deux parties du Pakistan, c'est un pays qui est donc coupé en deux par l'Inde au centre, qui doit représenter quelque chose comme 2000 ou 3000 kilomètres entre les deux parties du pays, ce qui n'était pas viable, comme la suite l'a montré. Mais dans ces zones-là, il y avait beaucoup de musulmans, mais il y avait aussi des hindous. Et les hindous, ça a été une espèce d'épuration ethnique. Les Pakistanais ont dit aux hindous de dégager. Réciproquement, il y a un certain nombre de musulmans qui étaient dans l'Union indienne qui sont allés se réfugier dans les Pakistans. Pas tous. De telle sorte qu'il y a eu des massacres épouvantables, il y a eu des transferts, des millions de personnes qui ont été transférées. On estime qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers, peut-être même plusieurs centaines de milliers de morts, avec cette partition des Indes, où il y a eu des règlements de compte, des haines cuites et recuites, des gens abandonnant leur logement pour aller très loin, etc. Donc, qui allait prendre le logement? Des voleurs, des violeurs, des assassins. Enfin bon, vous imaginez le drame qu'a été l'indépendance de l'Inde et la création de ces deux pays qui, donc, depuis leur naissance, mais avec tout l'historique précédent que je viens de rappeler, étaient voués à être des ennemis, à être comme chien et chat, si on peut dire les choses d'une façon un peu euphémisée, mais disons à se détester. Voilà. Et donc l'Inde d'un côté, le Pakistan de l'autre. 1947, tout ceci nous a mené à 1971, où la partie orientale du Pakistan, qui n'est pas du tout la même ethnie que la partie occidentale. Au Pakistan occidental, ce sont essentiellement des personnes qu'on appelle des Aryens, comme Iran. Aryen, le mot aryen de Hitler, cher Hitler, c'est ça. Ce sont des Aryens, c'est-à-dire des personnes, et les Pakistanais sont des gens qui ont la peau foncée, parfois noire, parfois très foncée, pas toujours, mais qui ont des traits européens. Alors que, à l'autre bout de l'autre partie du Pakistan, le Pakistan oriental, qui allait devenir le Bangladesh, c'est pas du tout la même ethnie, c'est pas du tout des Aryens, ce sont des Bengalis. Donc c'est, du point de vue ethnique, anthropologique, c'est tout à fait différent. Ce sont des Bengalis qui ont été convertis à l'islam. En 1971, le Bangladesh, enfin la partie orientale, réclame son indépendance du Pakistan occidental, parce que la principale capitale, justement, était... Alors, c'est une ville qui s'appelle Islamabad, qui est une ville nouvelle, près de Rawalpindi. Il y a le grand port de Karachi, c'est le poumon économique, mais la capitale s'appelle Islamabad, juste à côté de la ville de Rawalpindi, dans le nord du Pakistan. Et évidemment, c'était extrêmement loin du Pakistan oriental. Et donc, ils obtiennent une guerre. L'Inde favorise d'ailleurs la sécession du Bangladesh, parce que l'Inde préfère ne pas être entre les deux mâchoires de ce pays. Donc l'Inde va favoriser l'indépendance du Bangladesh. L'Inde est à l'époque d'ailleurs soutenue plus ou moins de mémoire par l'Union soviétique. C'est à la période notamment de la famille du pandit Nehru et de sa fille Indira Gandhi, qui n'a rien à voir avec Mahatma Gandhi, c'est simplement qu'elle s'était mariée avec un monsieur qui s'appelait Gandhi. C'est cette période-là des années 60, 70. L'Inde est proche de l'Union soviétique, alors que le Pakistan est proche des États-Unis d'Amérique. Quant à la Chine, elle essaie d'avoir son propre jeu, sachant que la Chine et l'Inde ont des conflits frontaliers qui sont toujours existants aujourd'hui,
puisque la frontière sino-indienne est mal définie, que ce soit du côté du Cachemire, donc dans le nord-ouest de l'Inde, ou que ce soit du côté de l'Assam, c'est-à-dire dans le nord-est de l'Inde, aux confins du Myanmar, c'est-à-dire de la Birmanie. En 1971, le Bangladesh devient indépendant, donc on a deux nouveaux États. Et l'Inde, dans les années 70, je crois que c'est en 74, se dote de l'arme nucléaire. Même si ça n'est jamais avoué, on sait qu'à partir de 74, l'Inde devient une puissance nucléaire. Et dans les années 90, le Pakistan, ce qui reste de Pakistan, donc la partie occidentale, devient également une puissance nucléaire. Sans le dire. Il y a, dans le monde aujourd'hui, il y a des pays qui sont des puissances nucléaires avouées, que tout le monde sait, tout le monde connaît. C'est les États-Unis d'Amérique, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni a délégué quasiment toute sa force de frappe aux États-Unis. Et puis la France et la Chine. Ça, ce sont les 5 puissances nucléaires qui correspondent d'ailleurs aux 5 grands du Conseil de sécurité des Nations unies. Et puis il y a des puissances qui sont des puissances qui ont des armes nucléaires mais qui ne l'ont jamais avoué, mais c'est un secret de polichinelle, tout le monde est au courant, qui l'ont bâti par leur propre force ou en ayant le soutien de tel ou tel pays étranger, voire en volant de la technologie ou en l'achetant, etc. Donc il y a eu brièvement l'Afrique du Sud qui a été une puissance nucléaire mais qui l'a perdue. Il y a eu brièvement le Kazakhstan et l'Ukraine au moment du démantèlement de l'URSS, parce qu'il y avait des armes nucléaires soviétiques qui étaient installées en Ukraine, en Biélorussie aussi, je crois, et puis au Kazakhstan. Et lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, il a fallu que la Russie récupère les armes nucléaires qui étaient disséminées au Kazakhstan, en Ukraine et en Biélorussie, ce qui a quand même été fait. Il y a parmi les puissances nucléaires l'Inde, qui n'a jamais avoué qu'elle l'était, mais tout le monde le sait. Il y a le Pakistan. Il y a Israël, qui a obtenu la bombe dans le courant des années 70-80. La bombe nucléaire, il y a à peu près 200 ogives nucléaires dans le désert du Negev. Et puis, il y a récemment la Corée du Nord qui s'est dotée de l'arme nucléaire. Et tout le monde sait que l'Iran est soupçonné de vouloir se doter de l'arme nucléaire, ce qui pousse Israël à exiger une intervention des Occidentaux, à exiger que les États-Unis d'Amérique interviennent militairement en Iran, ce qui serait extraordinairement grave, parce que ça pourrait être une poudrière qui explose. Et l'Iran, récemment d'ailleurs, a fait une offre politique qui consistait à dire qu'elle renonçait à tout projet d'armement nucléaire dans la mesure où Israël en faisait autant. Ce qui, évidemment, est un peu embarrassant pour l'État d'Israël, puisque la fiction, c'est qu'Israël ne serait pas une puissance nucléaire. Et à partir du moment où on sait qu'il y a 200 ogives nucléaires en Israël, la position devient moins évidente de l'interdire à l'Iran. En tout cas, c'est ce qu'avait dit un jour Jacques Chirac quand il était président. Il avait dit « Mais pourquoi vous êtes aussi hostile à la position de l'Iran puisque de toute façon, si l'Iran tirait un missile nucléaire, l'Iran serait ravagé tout de suite par les missiles israéliens. » Tout le monde en avait beaucoup voulu à Chirac d'avoir dit ça, parce que c'est quand même tout simplement la franchise en définitive dans un monde où il y a peu de franchise. Alors, aujourd'hui, on en est où? Alors, aujourd'hui, on en est que du côté indien. Le côté indien, c'est que l'Inde devient de plus en plus une très grande puissance. Il y a quelques mois, l'Inde a dépassé la Chine en nombre de population. Est devenu le pays le plus peuplé du monde, avec plus d'1,4 milliard d'habitants. Deuxièmement, l'Inde, suivant la Chine, avec du retard, mais quand même, l'Inde s'est mise au diapason du monde moderne. Et notamment, alors la Chine en a profité à plein, l'Inde un peu moins, mais quand même, la Chine a profité à plein des délocalisations industrielles décidées par les États-Unis d'Amérique, par l'intermédiaire de l'OCDE, l'Europe par l'intermédiaire de l'Union européenne, de l'acte unique de 86 du traité de Maastricht. Donc tous les pays occidentaux, à quoi il faut ajouter le Japon, se sont délocalisés. Ils se sont délocalisés en Chine, mais aussi en Inde, mais aussi un peu au Pakistan. Donc on a un véritable développement économique qui a commencé à se produire dans ces pays. Actuellement, il y a à peu près, donc il y a une très grande disparité de démographie. Il y a 1,4 milliard d'Indiens dans l'Union indienne. Il y a peut-être 250 millions de Pakistanais. Donc du point de vue de la démographie, il y a une très forte disparité. En revanche, il y a
entre les deux États un peu un équilibre de la terreur en termes nucléaires. Donc il ne faut pas rigoler. Alors ce qui vient de se passer, si j'ai bien compris, c'est qu'il y aurait eu des attaques de missiles lancées par les Pakistanais, parce que il n'y a pas le nord du Pakistan et de l'Inde, concerne le Cachemire. C'est encore quelque chose à savoir, c'est que le Cachemire est majoritairement peuplé de musulmans, mais le Maharaja du Cachemire, la famille régnante au Cachemire au moment de la partition des Indes, lui était hindou. C'est un petit peu la même chose, un peu comparable à ce qui se passe dans le royaume du Bahreïn dans le golfe arabo-persique, puisque la majorité des habitants du Bahreïn sont chiites. En revanche, la famille royale est sunnite. Bon, ce qui pose des gros problèmes, puisque derrière, vous avez l'Arabie saoudite d'un côté et l'Iran de l'autre. Donc là, c'est pareil, le Pakistan. Vous avez donc, entre l'Inde et le Pakistan, cette espèce de comment dirais-je, de problème non résolu depuis 1947, avec le Cachemire qui est majoritairement, c'est une région magnifique, j'y suis allé, moi j'étais allé à Srinagar, c'est très très beau, c'est aux confins des Himalayas, le lac de Srinagar, c'est absolument splendide, c'est absolument magnifique. On y voit d'ailleurs les jardins de Shalimar qui ont donné leur nom à un parfum de Guerlain pour les dames dans les années 70, enfin c'est magnifique. Mais l'État de Jammu et Cachemire, comme on dit, encore une fois, est peuplé de musulmans, dirigé par une famille princière hindoue. Il y a donc eu une guerre du Cachemire qui s'est soldée par une ligne de front et une ligne comment dirais-je, d'armistice, mais il n'y a pas de traité de paix. C'est un peu comme entre les deux Corées. Et donc la partie nord-ouest du Cachemire est occupée par l'armée pakistanaise. La partie nord-est du Cachemire est occupée par l'armée indienne. Et il y a régulièrement des escarmouches qui peuvent parfois tourner au vinaigre. Il y a déjà eu plusieurs fois ça a tourné très très mal. Et à chaque fois, il y a eu les grandes puissances du lieu, c'est-à-dire d'une part la Russie, qui n'est pas très loin, surtout l'Union soviétique était encore plus près. Parce que dans l'Union soviétique, vous aviez le Tadjikistan, vous aviez le Kirghizistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, mais surtout le Turkménistan qui était vraiment quasiment frontalier. Donc l'Union soviétique ne pouvait pas se désintéresser de ce qui se passait là. La Chine encore moins, puisque la Chine, donc tout le nord de l'Himalaya, c'est la Chine et c'est notamment la région du Xinjiang. Donc qui veut dire nouvelle frontière en chinois d'ailleurs, parce que ça a été rattaché au XVIIIe siècle à l'Empire chinois. Donc on est aux confins des empires et donc ni la Russie d'aujourd'hui ni la Chine ne peuvent s'y désintéresser. Alors là, il y a eu une attaque, semble-t-il, de missiles pakistanais contre les Indiens. Et le gouvernement de Narendra Modi, qui est, je le disais tout à l'heure, Bharatiya Janata Party, le parti de la mer Indienne, est un gouvernement considéré comme nationaliste, patriote hindou, et donc décidé à ne pas se laisser faire. Et donc ils ont décidé, semble-t-il, violant un traité ou un pacte qui avait eu lieu entre les deux pays, coupant les robinets d'eau alimentant tout le nord du Pakistan venant des Himalayas, puisque toute la partie nord-est du Cachemire, la partie principale, c'est de là que viennent les sources d'eau qui vont ensuite irriguer en fait la vallée de l'Indus et le Pakistan. C'est-à-dire que si l'Inde coupe le robinet, le nord du Pakistan, il manque 80% d'eau, ce qui est évidemment un casus belli. Donc c'est ce qu'ont fait les Indiens. Donc c'est monté évidemment tout de suite dans les tours. Les Pakistanais ont fait savoir qu'on était à deux doigts d'une invasion, enfin d'une guerre de l'Inde contre le Pakistan, avec possiblement, puisque je le rappelais tout à l'heure, 2 puissances nucléaires. Donc on joue avec le feu. Donc le monde, comme si le monde avait besoin de ça. C'est-à-dire déjà, on a l'affaire de la Palestine, de Gaza et de l'État d'Israël. Déjà, on a ce qui se passe à l'est du Congo. Déjà, on a l'affaire ukrainienne. Maintenant, voilà un nouveau conflit absolument dramatique potentiellement. Alors, j'ai vu que les Chinois d'un côté, les Russes de l'autre, sont intervenus immédiatement en disant « pas question qu'il y ait la guerre ». Alors là, évidemment, quand il y a la Chine et la Russie qui interviennent, bon, les deux belligérants se sont dit un petit peu... Mais c'est quand même assez dangereux, puisque je rappelle que l'Inde
est une puissance en très forte croissance. Elle a une croissance économique actuelle supérieure à celle de la Chine, ce qui n'est pas anormal puisque elle a encore un retard de croissance par rapport à la Chine, mais c'est en train de s'affirmer comme une très grande puissance du monde. Et non seulement une très grande puissance du monde, mais vous le savez, le Premier ministre Narendra Modi a un véritable projet civilisationnel. Il veut faire de l'Inde la grande puissance spirituelle du XXIe siècle. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas exactement le chemin que ça prend s'il commence à menacer d'un conflit nucléaire avec le Pakistan. Espérons que les esprits vont se calmer. Alors, c'est la première fois que je pense que depuis que j'ai créé l'UPER, que je parle de toutes ces histoires indo-pakistanaises. C'est vrai que je me suis permis de faire quelque chose d'un peu long. Parce qu'après, cette vidéo, vous savez, on les tronçonne, on les met sur François Asselineau. Ça permettra de faire, pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la politique, d'avoir ce que j'ai dit, évidemment, est beaucoup moins précis que si vous allez lire des livres spécialisés. Mais enfin, là, en espace de 20 minutes, je vous ai fait un panorama qui vous permet, en gros, de comprendre ce qui se passe.